Il y a environ 75 000 ans, les premiers humains sont arrivés dans la région de l'Australie moderne. L'environnement rude de cette région a fait avancer le progrès. Les indigènes ont inventé des médicaments, des armes, et alors qu'ils étaient sur le point d'inventer quelque chose d'autre, ils ont accidentellement découvert les fourmis. Les fourmis qui pendant tout ce temps faisaient toujours la même chose. Il n'y a pas de travail bizarre ou inutile dans le règne animal. Les fourmis maraudeuses les plus grandes servent de transport aux plus petites, les amenant sur le champ de bataille pour économiser l'énergie des soldats. Pendant ce temps, les fourmis peau de miel travaillent comme garde-manger. Ces fourmis ont été décrites pour la première fois à la fin du 19e siècle, mais les scientifiques n'avaient pas le temps de les étudier en détail. Vous savez comment ça se passe en général. Quand on trouve quelque chose de vraiment passionnant, il n'y a jamais assez d'informations sur le sujet. Mais les chercheurs ont quand même trouvé quelque chose. Les fourmis peau de miel existent chez plusieurs genres, et leur rôle est de stocker de la nourriture pour toute la colonie. Apparemment, ces futurs responsables des stocks apprennent dès l'enfance à ingérer une grande quantité de nourriture. C'est pas comme suivre une formation et obtenir un diplôme, c'est bien plus compliqué. Cependant, si la colonie perd tous ses gardes-manger sur pattes, elle doit s'adapter d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les fourmis ouvrières ordinaires peuvent aussi devenir des fourmis peau de miel. Ça prend quelques semaines, et cette transformation ne se fait pas vraiment en claquant des doigts. Au fait, les fourmis peau de miel sont tout simplement énormes. Comment les fourmis ont eu l'idée de quelque chose d'aussi gros ? En fait, c'est assez logique. Apparemment, un jour, elles ont dû faire face à une sécheresse, et elles ont donc inventé une spécialisation qui leur permettrait de survivre à cette sécheresse. En plus des fourmis existantes, il y en aurait maintenant de toutes nouvelles. Les humains sont passés par là aussi, avant d'inventer l'agriculture. On n'avait pas besoin de fermiers, et on n'avait pas de médecins avant de découvrir comment soigner. Enfin, vous avez compris. Mais il y a quoi dans ces fourmis gonflées ? Malgré son nom, c'est pas vraiment du miel. C'est un liquide constitué de sucres simples tels que le nectar des plantes et les sécrétions des pucerons. Des fourmis ouvrières les récupèrent, puis les conduisent aux fourmis garde-manger qui s'en nourrissent jusqu'à atteindre la taille d'un grain de raisin. Certains pots de miel mesurent plus d'1 centimètre de long et pèsent près d'1 gramme. C'est beaucoup quand on sait que le poids d'une fourmi ordinaire se mesure en milligrammes. Pendant la majeure partie de leur vie, les fourmis pots de miel ne peuvent même pas se déplacer. Elles restent donc sous terre. Mais il se passe quoi quand une colonie a besoin de nourriture? Je veux dire, comment on ouvre ces pots? Tenez, regarde dans le chien. Comment ça, regarde dans le chien? Je te demande de l'ouvrir. Du calme, vous ne verrez pas de scène d'horreur. Si chaque fourmi peau de miel devait être ouverte au sens propre du terme, les insectes auraient depuis longtemps cessé d'utiliser cette méthode de stockage. Trop de gaspillage. Pendant les périodes difficiles où la colonie manque de nourriture, une fourmi ouvrière s'approche d'une des fourmis peau de miel et commence à la caresser avec ses antennes, après quoi cette dernière régurgite une partie du liquide nutritif qu'elle contient. Oh, tu touches mon tralala. Mon ding-ding-dong. Ok, quelles sont les propriétés du liquide? Peut-être que son goût et sa texture diffèrent selon la colonie. Par exemple, certaines fourmis préfèrent manger sucré, d'autres plutôt salé. Eh bien apparemment, s'il y a des différences de goût, elles sont très subtiles. En fait, toutes les fourmis qui utilisent des pots de miel mangent à peu près la même chose. À moins que la colonie ne soit près d'une usine Coca-Cola et que les insectes se nourrissent de déchets sucrés. Ça semble pas réaliste, mais c'est déjà arrivé. Enfin, pas avec des fourmis. Dans le nord-est de la France, des abeilles se sont soudainement mises à produire du miel avec d'étranges couleurs. L'enquête des apiculteurs a mené à une conclusion inattendue. Au lieu de récolter le nectar des fleurs, les abeilles du coin se nourrissaient des restes de bonbons M&M's provenant de conteneurs ouverts. Je me demande si ce miel avait un goût différent. En parlant de ça, quel goût ont les fourmis peau de miel? Les humains ne seraient pas des humains s'ils n'essayaient pas de mettre ces étranges insectes dans leur bouche. Ceux qui ont eu la chance de goûter quelques garde-manger sur pattes décrivent leur goût comme sucré, tandis que certains affirment que les fourmis ont aussi un agréable goût amer. D'autres au contraire prétendent qu'elles sont aigres douces. Genre je prétends qu'une fois il en a eu à la crotte de nez. En tout cas, les fourmis peau de miel sont considérées comme un mets délicat qu'il faut absolument goûter au moins une fois dans sa vie. De plus, elles sont nutritives, et quand on y pense, la nourriture exotique est rarement aussi goûteuse. It's liquid, warm and marvelously sweet. Mais alors que le reste du monde découvrait tout juste que les fourmis peau de miel étaient un délice, pour les aborigènes australiens, leur chasse était une sorte de tradition. Ils avaient sans doute goûté les fourmis peau de miel il y a bien longtemps, quand ils sont allés pour la première fois dans les régions arides de l'Australie. Dans de telles conditions, n'importe quel aliment est bon à prendre, et les indigènes utilisaient les fourmis comme source de sucre et d'autres substances nutritives. Pourquoi pas? Bon, c'est vrai que les humains ne prennent pas la peine de leur caresser les antennes et mangent les insectes en entier. Les fourmis
fourmis n'apprécient sans doute pas beaucoup. Elles cachent leurs provisions aussi profondément que possible pour que les humains ne puissent pas venir les piller comme des nains affamés. C'est pas facile d'atteindre les fourmis pot de miel. Pour éviter que le contenu des barils ne se détériore sous l'effet de la chaleur, ils sont situés assez profondément, parfois à 1,50 m sous terre. Peut-être même plus, mais on n'a encore jamais vu ça. Si les fourmis creusent si profondément, c'est sans doute pour créer des réfrigérateurs naturels. Après tout, plus les barils sont bas, plus la nourriture se conserve longtemps, et on risque moins de se faire cambrioler. Quand on y pense, le travail des fourmis pot de miel n'est vraiment pas terrible. En fait, elles font rien du tout. Elles s'assoient quelque part dans le noir, mangent et attendent. Elles ont même pas le Wi-Fi. Mais de nombreuses fourmis peuvent changer de spécialisation et gravir les échelons. Au début, elles travaillent comme nourrices et s'occupent de la reine et des larves. L'étape suivante est celle des éboueurs. Et finalement, les fourmis deviennent des cueilleurs. Donc, quand vous voyez ces bestioles qui traînent des miettes, des feuilles et de la nourriture, sachez qu'en fait, c'est des cadres supérieurs dans le monde des fourmis. Mais certains métiers se transmettent même entre insectes. Si par exemple, le père était une simple fourmi éboueur, alors son fils deviendra aussi éboueur. Tu comprends, fiston. Mon père était Steve, son père était Steve, je suis Steve. Donc tu dois aussi devenir... On a vraiment que ce nom-là? C'est pas facile de quitter son emploi lorsqu'il assure le bien-être de toute une colonie. Mais il y a des animaux dont le travail a été créé par la nature elle-même, et ce sont les castors. Aussi étrange que ça puisse paraître, les castors luttent contre les sécheresses, les feux de forêt et le réchauffement climatique. Ils créent également un environnement fluvial sain pour les autres êtres vivants. Et en résumé, ils sont pour ainsi dire les super-héros de la nature. Protéger l'eau, préserver la biodiversité. Mais si les castors sont si géniaux, pourquoi les fermiers les détestent? Est-ce que c'est un conflit ancestral? Quasiment. Vous savez que les barrages de castors bloquent les rivières. Il se passe quoi si vous empêchez la rivière de s'écouler là où elle est censée le faire? C'est ça, des inondations. L'eau peut détruire de vastes surfaces dont les fermiers ont besoin pour les cultures ou le bétail. Les experts estiment que l'industrie forestière américaine a subi plus de 18 millions d'euros de dégâts en un an à cause des inondations causées par les castors. Sans oublier le danger pour la sécurité publique, car l'eau érode le sol, ce qui rend instables les routes, les ponts, les viaducs et les barrages. Oups, j'ai rien fait. Les humains ont même appris à utiliser les castors pour transformer les déserts. Les technologies les plus modernes qui visent à arrêter le sable coûteraient plusieurs milliers de milliards d'euros par an, alors que les castors construisent simplement des barrages sur quelques rivières et modifient ainsi le paysage. Un seul barrage de castors suffit à améliorer la qualité de l'eau et aide à protéger l'environnement contre les incendies. Puisqu'on parle des incendies, pendant que certains animaux sauvent et détruisent la planète en même temps dans le cadre de leur travail, d'autres ont appris un métier dans un but de gain financier. Pas pour eux bien sûr, les chèvres peuvent arrêter les feux de forêt. Prenez une seconde pour les imaginer avec des casques de pompiers ou des extincteurs. Quelle classe! Dans le monde réel, c'est un peu différent. On réunit des chèvres et des moutons dans les zones exposées aux incendies. Là, ces herbivores affamés se déplacent, dévorent les buissons, les arbres et l'herbe et créent ainsi des pare-feux. Comme les chèvres ne mesurent qu'environ 1 mètre, elles broutent les plantes basses, ce qui crée un espace nu entre le sol et les arbres plus hauts. Cet espace peut empêcher la propagation du feu, ou du moins la ralentir. Ça paraît bizarre, mais ça marche, et les chèvres sont tout simplement parfaites pour ce travail. Elles mangent tout, peuvent traverser des terrains accidentés sans rester coincées dans des buissons ou des trous, et elles arrêtent vraiment les feux de forêt. Pas en temps réel bien sûr, mais voici quelques chiffres. Lorsqu'un feu de forêt dans l'Utah, dont les flammes s'élevaient à 4,50 m, a atteint une zone nettoyée par des chèvres, les flammes sont retombées à seulement 1 mètre de haut, et ce dans des zones qui n'étaient pas fortement pâturées par les chèvres. Là où les animaux avaient mangé tout ce qu'ils pouvaient, le feu s'est complètement arrêté. Dommage qu'on puisse pas en avoir une à domicile pour servir d'extincteur. À plus!